Alfred Barbeau, Victor Hugo, sa vie, ses œuvres, page 41. Suite. Telle est en effet la puissance de l'éducation. Combien d'intelligences ont été, pour ainsi dire, emprisonnées dans le cercle d'idées tracées autour d'elles pendant la première jeunesse. Combien d'êtres humains ont vécu et sont morts sans être parvenus à penser autrement que comme on leur avait appris à penser dès le berceau, sans s'être demandé si ce qu'on leur avait enseigné de bonne foi, si ce qu'on leur avait dit de croire n'était point l'erreur. Ceux-là seuls qui sont vraiment doués d'intelligence et de volonté parviennent peu à peu, après 1000 hésitations, après 1000 efforts, à s'émanciper, à s'affranchir, à devenir meilleurs. Page 42. Victor Hugo lui-même lutta longtemps contre ses premières croyances. Nous le verrons s'éprendre tour à tour de la gloire impériale, de la religion, du faux libéralisme de 1830. Son imagination ardente lui rendit séduisante toutes ces doctrines jusqu'au jour où son génie maître de sa raison fit de lui l'apôtre éclatant, le défenseur convaincu de la liberté. Avant de quitter la pension, le poète, à 16 ans, écrivit un roman intitulé « Bug Jargal ». Il avait promis à ses condisciples, qui se réunissaient dans une sorte de banquet littéraire, de n'employer que 15 jours à la composition de cet ouvrage. Il tint parole. L'auteur raconte un épisode dramatique de la révolte des Noirs de Saint-Domingue en 1791. Bug Jargal, héros du récit, est un nègre, esclave chez un colon de Saint-Domingue. Il aime en secret la fille de son maître, poétique enfant fiancé à son cousin Léopold d'Auverney. Celui-ci sauve la vie du nègre condamné à mort pour un acte de rébellion. Bug Jargal, reconnaissant, après qu'a éclaté la grande révolte qui mit toute l'île en feu, protège la jeune fille, sauve à son tour son défenseur, le ramène près de celle qu'il aimait, puis, plein d'abnégation sublime, se livre aux Blancs qui le fusillent. Victor Hugo revit ce remarquable roman avant de le publier. C'est Bug Jargal remanié qui figure dans ses œuvres. On est tenté de regretter cette retouche qui ne permet point de juger les efforts de l'enfant de génie. Déjà la gloire apparaissait lorsqu'un coup inattendu vint atteindre le jeune homme. Madame Hugo n'était pas entièrement remise de sa maladie. Attribuant à la privation d'air son malaise persistant, elle abandonna au commencement de l'année 1821 son 3e étage et s'enfuit habiter rue Mézières, numéro 10. Il y avait un jardin. La famille s'installa à la hâte sans même laisser aux maçons, aux badigeonneurs et aux peintres le temps de faire leur œuvre. Eugène et Victor, à qui l'on avait appris à se servir de leurs mains, blanchirent les murs, collèrent les papiers et procédèrent à l'aménagement. Après quoi, page 44, on se remit au jardinage. Madame Hugo, toujours amie des fleurs, donnait l'exemple avec un courage qui lui fut fatal. Elle prit froid, et une nouvelle fluxion de poitrine se déclara. Le dévouement des enfants ne put conjurer le mal. La mère bien-aimée mourut le 27 juin 1821. L'aîné des fils, Abel, fut appelé en toute hâte. Les 3 frères conduisirent la morte à l'église Saint-Sulpice et de là au cimetière Montparnasse. Victor retourna dans la maison vide. Il ne pouvait croire qu'il était privé pour toujours de l'amour maternel. Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie,
table toujours servie au paternel foyer, chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier. Lui n'en avait plus sa part. Il retourna encore le soir de l'enterrement le long des murs du cimetière, puis, invinciblement attiré vers celle qui seule pouvait adoucir son désespoir, il courut rue du Cherche-Midi et aperçut, à travers une fenêtre, mademoiselle Adèle Fouché, qui dansait, couronnée de fleurs.